Bon, bonjour, bienvenue à tous au nom du CRA. Vous êtes 120 dans la salle à peu près, à vous poser la question, la reprise d'entreprise et pourquoi pas moi? Vous êtes 120, nous ne sommes que 6 de ce côté-ci. Mais nous avons un avantage sur vous, c'est qu'on s'est posé la question et puis qu'on y a répondu. Et qu'on y a répondu, oui, moi j'y vais, banco. Alors, nous avons aujourd'hui 4 témoins qui ont repris depuis le plus ancien, depuis 2012 jusqu'à 2018. Et les 2 autres personnes que vous voyez sur les 6 ont aussi repris des entreprises. Un petit peu avant pour Madame Garola et longtemps avant pour moi. C'est la préhistoire, puisque moi, c'est au XXe siècle que j'ai repris une entreprise. Ça existait déjà, la reprise d'entreprise, à ce moment-là. Alors, je vais vous présenter chacun des intervenants qui sont là. On va commencer par celui qui a repris le plus récemment, Loïc Vaillant. Loïc Vaillant. Oui, bonjour. Qui a... pardon, c'est pas bon, ça? Bon. Plus près du micro? Oh, je croyais que je m'exprimais suffisamment bien. Suffisamment hautement. Bon, Loïc Vaillant a fait sa carrière, l'essentiel de sa carrière dans le BTP et, entre autres, dans les maisons Phoenix. Et puis, un beau jour, il a décidé de prendre son indépendance et il a repris très récemment, puisqu'il a repris ça en septembre 2018, il a repris un petit groupe de 3 sociétés en Bretagne. Et j'aimerais qu'en 30 secondes, maximum 1 minute, on sache ce que ce petit groupe fait. Bien. Bonjour à tous. Donc, une entreprise bretonne, 3 agences dans 3 départements sur 4 en Bretagne. Pour faire simple, le chiffre d'affaires 3 millions d'euros, 33 personnes, dédiées à la rénovation énergétique des logements et l'adaptation de salles de bain pour personnes à mobilité réduite. Bon. Il y a une certaine le 25 octobre, précisément. Il y a donc une certaine continuité entre ce qu'il faisait avant, il était déjà dans le BTP, et il est resté plus ou moins dans le même domaine, alors que parmi les autres, il y en a qui sont sortis totalement de leur domaine précédent. Alors, Stéphanie Crest. Stéphanie Crest elle a fait une carrière chez Elior et puis chez UGC, donc grande boîte, et elle se retrouve maintenant à la tête de, elle va nous expliquer de quoi il s'agit, Ametis Facilities Services. Bon, allons-y, que fait Ametis ? Alors, Ametis en français, parce qu'en anglais, ça va être compliqué. C'est une entreprise de 40 personnes qui fait du facility services dans les métiers techniques. Donc, en fait, nous travaillons pour des clients dans le retail et dans le tertiaire. Et nous faisons de la construction et de la maintenance multitechnique. Voilà. 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et entreprise que j'ai reprise en 2015, venant d'un univers qui était... très éloigné et très différent, donc aucun rapport avec mes métiers précédents, si ce n'est le service. Bon, merci. Alors, 3e témoin, Fabien Deganet, Canal+, avant de décider de prendre sa liberté prise en 2012. 2012. Alors, quelle entreprise Calicado, ça dit à peu près ce que ça veut dire, mais à peu près, c'est pas si facile à définir. Alors là, on a besoin d'un peu plus de précision. Bonjour. J'ai donc repris Calicado, une agence de marketing expérientiel en 2012. Alors comme vous posez peut-être la question sur qu'est-ce que le marketing expérientiel, pour vous décrire un tout petit peu le marketing expérientiel, c'est l'expérience produit pour la découverte du produit. Quand vous avez des produits, vous faites de la publicité ou vous faites découvrir vos produits par la distribution d'échantillons. En fait, c'est de l'échantillonnage, du street marketing, c'est le bon échantillon au bon endroit. L'idée est partie des marchés, quand vous faites le marché le matin, que la personne vous met un petit morceau de melon dans la bouche, vous avez le melon dans la bouche, savoureux, vous avez l'expérience et après vous achetez le melon. C'est de là est partie l'idée, et on en a fait effectivement une cible et une démarche très précise de distribution d'échantillons.
juste pour vous situer, on est dans une entreprise, on est 5 personnes, on est situé à Neuilly et on fait un tout petit peu en dessous du million de chiffre d'affaires. Bon, maintenant on passe au quatrième. Daniel Porte. Alors, Daniel Porte a travaillé chez Kraft, chez Reynolds. Il a vendu des vins et alcools et il a même vendu des montres avant de reprendre sa société. Mais alors, avant qu'il vous parle de sa société, non, je ferai un commentaire après. Vas-y, dis-nous ce que c'est. Chaussettes Monnaie. Alors, bonjour à tous. J'ai repris une société qui s'appelle la société Monnaie. Et Monnaie crée, produit et distribue en France et à l'étranger des chaussettes techniques pour le sport, sous la marque éponyme Monnaie. Et nous les vendons dans les magasins de sport. Bon, alors j'ai un commentaire à faire parce que en voyant le curriculum vitae de Daniel Porte avant qu'il ne reprenne les chaussettes Monnaie, je me dis qu'il mérite, il est sur le chemin de la béatification. Vous savez, tous ces saints qui au début ont vécu une vie dévoyée, qui ont aidé, qui ont saoulé leurs copains, qui ont traîné dans la rue, qui leur ont vendu des choses malsaines. Et puis, un beau jour, parce que vous vous rendez compte qu'il a vendu des sauces sucrées pour la malbouffe, pour commencer. Ensuite, il a vendu des cigarettes. Alors, je suis un peu coupable aussi. Moi, j'ai vendu du papier à cigarette pendant 15 ans. Mais oublions. Ensuite, il a vendu des vins et des spiritueux. Tout ça, c'est pas fameux pour la santé. Ensuite, il a même vendu des montres, vous savez, les montres qui sont indispensables aux quinquagénaires qui ont réussi leur vie. Vous voyez que ça vous rappelle quelque chose? Il a vendu ça. Donc, il a travaillé le péché d'orgueil de ses clients. Et puis un beau jour, il s'est dit, ça a assez duré, c'est malsain tout ça. Et c'est pour ça qu'il est venu vers le sport, parce qu'il s'est dit, je dois me faire pardonner dans ma seconde vie, comme tous les saints d'ailleurs, je dois me faire pardonner dans ma seconde vie ce que j'ai fait dans la première. Et c'est pour ça qu'il vous incite à faire du sport, à prendre des loisirs avec ses chaussettes en vente dans toutes les bonnes maisons, évidemment. Bon, on va passer maintenant à Mireille. Alors, Mireille Garola, elle a fait de la finance, ça ne se voit pas trop, heureusement elle n'a pas été trop déformée par ça. Elle a eu des postes de direction générale, elle travaillait à l'exportation, enfin les cadres classiques. Alors j'ai oublié de vous dire que tout ce monde-là, ça a fait des études supérieures brillantes, mais que je préfère ne pas en parler parce que quand on a un âge mûr, c'est le cas de nous tous ici, les études ça s'oublie. Et que ce qu'il faut, c'est le dynamisme, c'est la confiance en soi. Et donc, je ne reviens pas sur les études qu'ils ont faites. Alors, Mireille Garola a évidemment fait des études brillantes aussi. Mais alors, elle a repris une société en 2011 ou 2010 2011. Ah oui. Après avoir suivi le parcours CRA dont on va parler bientôt. Et c'est une société où elle fait... dis-le plutôt. Alors, j'ai repris une société qui s'appelle Groupe 3C, qui est spécialisée en coaching et en outplacement. Et on aide les gens à se repositionner, soit quand ils ont des problèmes dans leur carrière, soit quand ils sont complètement hors poste. Ça, c'est un problème important. Et on les aide soit à retrouver un poste, soit à changer de vie professionnelle. J'ai d'ailleurs publié un bouquin sur ce titre qui s'appelle « Changer de vie professionnelle, c'est possible en milieu de carrière ». Et on les accompagne aussi de temps en temps vers la création ou la reprise d'entreprise. À ce propos, juste pour faire plaisir à mon éditeur qui est Erol, il m'a dit de vous dire que mon livre était disponible sur son stand. Donc voilà, c'est fait. On peut parler d'autre chose. Vous ne quitterez pas l'enceinte du Salon des entrepreneurs sans avoir acheté des chaussettes Monnaie et le livre Changer de vie professionnelle, c'est possible en milieu de carrière. Maintenant, je vais vous parler de moi quand même, je vais me présenter. J'aurais pu commencer par là, mais moi, j'ai repris en 88. J'ai vécu dans des grandes entreprises pendant longtemps, et à 50 ans, j'en ai eu terriblement marre des réunions qu'on m'infligeait en permanence. Et j'ai donc repris dans un domaine où j'ignorais tout, la tôlerie industrielle. Bon, j'ai développé ma société, et puis je l'ai revendue quand j'ai pris ma retraite. Et à ce moment-là, j'ai fait la chose, j'ai franchi le pas le plus intéressant sans doute de ma carrière finie. Je suis venu au CRA.
parce que j'avais pris tellement goût à ces PME que j'avais découvertes sur le tard, que je me suis dit, je ne peux pas oublier ça, il faut que j'exploite ce que j'ai appris en tant que patron de PME. Alors le CRA, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça veut dire cédant et repreneur d'affaires. C'est une association de 250 personnes actuellement, toutes anciens patrons ou anciens patrons de PME ou cadres supérieurs dans des grands groupes. Nous sommes tous bénévoles et notre mission, c'est d'aider les cédants d'une part, les repreneurs d'autre part, à reprendre des entreprises. Nous sommes présents un peu partout en France. Nous avons, je ne sais pas combien de délégations, je crois qu'on est à 70. Enfin, vous nous trouverez, si vous regardez sur le site du site CRA, vous nous trouverez avec tous nos sites. J'insiste sur le fait qu'en dehors de l'accompagnement, nous sommes aiguilleurs, on va dire. Nous sommes des aiguilleurs. Quand un repreneur vient nous dire « j'ai de l'argent, j'ai le désir de reprendre, je ne sais pas par où m'y prendre, où sont les entreprises, combien ça coûte, où puis-je trouver l'argent ?» À ce moment-là, nous pouvons aiguiller vers les gens compétents qui nous entourent et que nous avons testés. En dehors de ça, nous faisons de la formation, une formation qui est appréciée sur le marché de la reprise, qui est extrêmement efficace et qui est apportée non pas par nous qui sommes bénévoles et retraités, mais par des actifs, par des professionnels, des experts en activité, spécialistes de la petite entreprise et spécialistes de la transmission. Bon, je crois que j'en ai assez dit sur le CRA pour l'instant. Quand vous irez sur le site, attention, ne vous laissez pas effrayer, vous taperez Google CRA, vous tromperez peut-être sur Centre de rétention administrative. Bon, ben c'est pas nous. C'est pas nous, vous allez au suivant et vous nous trouverez. Maintenant, Mireille, ben, je te passe la parole et je la reprendrai pour la clôture. Alors, votre présence assez nombreuse dans cette salle montre à quel point cette appétence est en train de renaître en France pour et la création et la reprise d'entreprise. Alors, pourquoi la reprise de plus en plus ? Parce qu'à partir de 40 ou de 50 ans, il y a de nombreux salariés qui se posent cette question en se disant ça va être une belle alternative à la précarité de ma position. Si je suis dans une boîte qui change d'actionnaire, on sait toujours ce qui se passe. En général, il y a une sorte d'optimisation des coûts qui se termine pas forcément super bien pour le salarié. La deuxième raison, c'est de plus en plus une volonté de donner du sens à son parcours, donner du sens à son action. Et en étant son propre patron, on peut décider, donc c'est beaucoup plus facile. Et puis enfin, il y a une troisième raison qui m'est souvent citée par les gens que j'accompagne, qui est la possibilité d'accéder enfin à une certaine forme de liberté professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et sur laquelle on est prêt à beaucoup, beaucoup donner pour l'obtenir. Cependant, à partir du moment où vous vous dites je vais peut-être quitter le salariat pour reprendre une entreprise, en général, vous vous posez tous 3 questions, et dans cet ordre-là. La première, c'est est-ce que je suis réellement fait ou est-ce que je suis réellement faite pour la reprise d'entreprise ? Et cette question, elle est un peu angoissante. La deuxième, une fois que vous rentrez un peu dans le processus de la reprise d'entreprise, c'est comment est-ce que je vais trouver la bonne cible ? Ça, c'est quelque chose qui fait un peu flipper aussi. Et la troisième, on arrive toujours à ce même point-là, c'est est-ce que je vais avoir assez d'argent pour la financer ? Alors, avec nos invités aujourd'hui, on va essayer non pas de vous donner un cours de reprise d'entreprise, ça serait complètement stupide, mais au contraire, de vous donner différents points de vue. Et les gens autour de cette table ont été choisis parce qu'ils ont des parcours complètement différents et que sur ces 3 points, ils ont réagi chacun de façon extrêmement différente. Et on va chercher à vous donner des pistes de réflexion pour essayer de, dédramatiser ou démystifier toutes ces questions. N'hésitez pas à noter au fur et à mesure les questions que vous pourriez avoir. À la fin, on va avoir un temps de questions-réponses et on sera ravis de pouvoir rentrer un peu plus avant dans le sujet. Alors, la première question, la vraie première, c'est la question de la légitimité. C'est-à-dire, est-ce que je suis réellement un chef d'entreprise et est-ce que je suis prête à passer du salariat à la reprise d'entreprise ? Il y a plein de bonnes raisons et il y a plein de mauvaises raisons aussi pour se lancer dans la reprise. Les éléments déclencheurs peuvent être extrêmement divers et chaque cas est particulier. Ça peut être des éléments contre, ça peut être des éléments pour. L'idéal, c'est quand même d'avoir un petit mix des deux. Alors, la reprise d'entreprise, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui se présente un peu comme une évidence. Alors, je vais d'abord demander à Loïc de bien vouloir s'exprimer et partager avec nous « Comment, un jour, il s'est réveillé en disant « Ça y est, je vais reprendre une entreprise ».
Au risque de vous décevoir, je ne me suis pas réveillé un jour en ayant décidé ça. Je pense que c'est venu assez naturellement et je serais incapable de vous dire pourquoi, quand et comment. Alors peut-être un environnement familial avec des entrepreneurs aussi, sans doute, ça aide. Une formation, une éducation qui pousse à la responsabilité, à vouloir prendre des responsabilités. Et puis après, le milieu professionnel en tant que salarié, tout simplement, où vous êtes content de bien faire votre travail et de faire en sorte que vos projets avancent comme vous le souhaitez. Il n'y a pas beaucoup d'éléments plus spécifiques que ça, en tout cas pour ce qui me concerne. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance, je suis moi aussi malheureusement, je dis malheureusement, un ancien directeur financier, donc j'ai été très mal élevé, mais ça donne aussi quelques atouts malgré tout dans le cadre de la reprise. Et j'ai été également directeur général de plusieurs sociétés, donc j'avais une expérience de chef d'entreprise salarié, si je puis dire. Donc ça a conforté, mon expérience professionnelle a conforté tout simplement mes aspirations personnelles à avoir, oui, le mot a été lâché, la liberté d'entreprendre, la liberté d'oser, de tenter, de faire sauter le carcan, de se casser la gueule, de rebondir, d'être satisfait de ses succès. Et ça, c'est un prix qui ne se mesure pas, c'est ce que vous mesurez tous les jours, tous les matins lorsque vous allez travailler. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez décidé de passer le pas? Il y a quand même eu un événement déclencheur. Oui, c'est toujours souvent, enfin toujours, c'est en tout cas mon cas, les hasards de la vie. Je me suis retrouvé une fois embringué dans une aventure à l'international. De fil en aiguille, j'ai passé 5 ans au Moyen-Orient. Et puis à un moment donné, ma famille est restée en France et on se fait rattraper par la patrouille. Et un jour, on m'a dit, drapeau rouge, rapatrie tes Gaules en France. Et donc du coup, je me suis retrouvé à 53 ans de retour en région parisienne. Et en ayant la grande chance de se dire, j'ai 53 ans, j'ai une feuille blanche devant moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et de là, de fil en aiguille, en discutant avec mon épouse, on s'est dit, allez, notre cœur, c'est la Bretagne, les racines, c'est la Bretagne, on va aller s'installer en Bretagne. Et puis de fil en aiguille, des rencontres, le CRA, ça va très vite. Et on se dit, bah oui, banco, il n'y a même pas de question à se poser. Tout ce que tu as acquis depuis 30 ans de parcours professionnel, mets-le pour une fois à ton service et fais-toi plaisir. Merci beaucoup. Fabien, je crois que votre parcours a été, votre parcours pour entreprendre, ou en tout cas pour reprendre, a été quelque chose de peut-être plus long et plus long à maturer en tout cas. Oui, en effet, de mon côté, je suis incapable de vous dire si, au moment où j'ai repris, j'avais la notion et la certitude que j'étais fait pour reprendre une entreprise. La question, effectivement, quand on vous la pose brute de fonderie, vous n'avez forcément pas la réponse. Après coup, maintenant, effectivement, je pense que j'étais fait pour ça. Et d'ailleurs, l'anecdote fait que quand j'étais en école de commerce, j'avais fait une association, j'avais monté une association. Et dans le mémoire de présentation, j'avais effectivement commencé l'association en disant « au plaisir d'entreprendre ». Donc c'est vrai qu'il y avait finalement ça un petit peu dans les gènes, mais on est incapable de savoir si on est fait ou pas pour reprendre une entreprise. On ne connaît rien de ce qui nous attend. Et je peux vous dire qu'effectivement, les pièges sont nombreux. Donc c'est assez difficile de savoir si on est fait pour ça ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand j'ai décidé de reprendre l'entreprise, j'ai eu, après donc, un certain nombre d'années de salariat, puisque j'étais chez Canal+. Et là, pour le coup, un petit peu comme le décrivait Mireille, j'ai anticipé, j'ai eu une démarche proactive parce que je considère qu'effectivement, il y a vraiment une différence entre les salariés, l'esprit du salarié et l'esprit du créateur, repreneur d'affaires, qui est effectivement un esprit que l'on peut peut-être opposer. Dans un cas, effectivement, vous devez faire savoir ce que vous avez fait et surtout défendre vos acquis de ce que vous avez obtenu. Dans l'autre, il faut de toute façon chaque jour trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent à vous. Et il y a toujours des solutions. Donc cet état d'esprit, c'est ça qui fait la différence, je dirais, entre si vous êtes ou non fait pour reprendre une entreprise. Mais toujours est-il que j'ai mis un certain temps, effectivement, à reprendre une entreprise. Mais en quittant Canal+, je me suis dit, effectivement, j'anticipe la période dont parlait Mireille, j'anticipe, j'ai donc repris, j'ai pris ce chemin de lâcher le salariat, parce que c'était pas forcément reprendre une entreprise, c'était vraiment l'idée de lâcher le salariat pour anticiper peut-être les mauvaises périodes que pour certains vous connaissez, à savoir autour de la cinquantaine. On vous remercie gracieusement, mais on vous remercie quand même, et là ça devient peut-être plus compliqué. Donc j'ai anticipé ça, j'ai eu cette démarche proactive de me dire, je veux reprendre une entreprise ou je veux créer une entreprise, mais je laisse tomber le salariat. Voilà ma démarche qui fait qu'aujourd'hui, je suis effectivement un repreneur heureux.
Stéphanie, je crois que votre milieu familial vous a beaucoup aidé à prendre cette décision. Oui, en réalité, la question est-ce qu'on est fait pour la reprise, on a évidemment la réponse qu'après. Et après, si l'entreprise est toujours vivante. Ce qui est on tout se dit, notre on cas, était je vous fait pour rassure. et on a à peu près réussi à maintenir tout ça à flot. Mais en fait, pour moi, la première question, c'était plutôt est-ce qu'on a envie de rester salarié ou est-ce qu'on a envie de faire autre chose ? Et finalement, si on répond oui à la question est-ce qu'on en a envie, est-ce qu'on en rêve, est-ce qu'on s'y voit et est-ce qu'on a envie de plonger, faut y aller. Donc sûrement l'environnement à la fois professionnel et familial, d'avoir baigné à la fois dans des entreprises avec des patrons qui étaient des patrons de PME, même si c'était des très grosses PME, mais qui avaient cet état d'esprit-là et auprès de qui j'avais travaillé pendant plus de 20 ans. Et puis aussi l'univers familial avec des parents issus aussi du monde de l'entreprise, doivent probablement influencer un peu les gènes et quelques prises de décision sûrement. Mais la vraie question, voilà, c'est est-ce qu'on s'y voit, est-ce qu'on en a fortement envie, est-ce qu'il y a une vraie motivation pour un vrai changement, en fait. Voilà, et est-ce qu'on est prêt à tout quitter, la région, le job, sa rémunération, pour cette envie de liberté, cette envie de décider seul, ou entouré parfois, mais souvent seul. Et si les réponses sont toutes oui, ça veut dire que c'est le bon moment. Mais c'est vrai qu'on ne se réveille pas forcément un matin en se disant c'est bon, c'est maintenant. C'est un chemin qui mature progressivement, mais il y a un jour, en fait, la révélation, elle est quand même là. C'est-à-dire qu'on se dit ok, c'est maintenant. Alors comment, avec qui, comment on va financer, avec qui on part. En fait, on n'a aucune réponse à aucune de ces questions, sauf qu'on sait que c'est maintenant. Donc en fait, ça doit se passer. Daniel, vous avez eu un élément déclencheur assez intéressant, je crois. Alors écoutez, j'espère que ce sera intéressant pour vous, mais je pense qu'on a bien fait de commencer par cette question qui est « suis-je fait pour la reprise ?» parce que c'est vraiment la question fondamentale à laquelle on doit, vous, dans la salle, devez répondre avant de vous lancer. Et en fait, j'aurais tendance à dire que tant qu'on se la pose, par définition, la réponse, elle va être non. Parce que c'est à partir du moment où on ne se pose plus la question que ça devient une évidence que la réponse est oui. C'est un petit peu lorsque l'on choisit une personne, un partenaire, si on se pose la question « suis-je fait pour vivre avec elle ?», c'est que ça part pas très très bien. Je pense qu'on ne choisit que de le faire que lorsque c'est une évidence absolue qu'il faut faire ça. Et tout ce qui vient derrière, ça sera une mécanique qui va se dérouler sans problème. Et pour prendre mon cas personnel, je pense que moi j'ai eu un environnement familial qui m'a beaucoup aidé à ne pas prendre la décision, en tout cas de ne pas le faire, parce que j'ai été fortement encouragé à ne jamais être entrepreneur de la part de mon environnement. J'avais aucun exemple d'entrepreneur autour de moi, donc c'était vraiment un terra incognita total. Et puis bon, comme beaucoup, j'ai envie de dire, j'ai fait un parcours de cadre dans des multinationales et en France, à l'étranger, avec ses vicissitudes, ses grandeurs et ses servitudes. Et j'ai jamais été très heureux. Il y a des petits moments des bons moments, mais en gros, c'était pas terrible quand même. Même si ça se passait bien globalement, c'était quand même vraiment des moments, beaucoup de moments difficiles. Et puis, comme j'avais, avec une régularité de métronome, tous les 5 ans, je perdais mon travail. Pour des bonnes et de mauvaises raisons d'ailleurs, enfin des rachats, des délits de faciès, vous connaissez tous ce genre de situation. À 50 ans, j'étais en période de transition, comme on dit élégamment, donc au chômage. Et donc les précédentes fois, ça s'était passé plutôt bien, assez rapidement, j'ai retrouvé très vite. Et donc j'étais sauvé du choix, en fait, j'avais pas à faire le choix. Mais à 50 ans, là, ça a pris quand même un peu de temps. Et donc j'étais en situation d'outplacement et on me dit un jour, écoutez, voilà, j'étais dans le domaine, peu importe le domaine d'ailleurs, mais va dans un grand magasin et puis regarde les marques qui t'intéresseraient, pour lesquelles tu aurais envie de travailler. Et je vais devant les Galeries Lafayette et là, impossible de rentrer. Je pouvais pas rentrer, je pouvais pas pousser la porte, c'était pas possible. Et je rentre chez moi et je dis à l'outplacement, je dis écoute, voilà, j'ai décidé, je vais racheter une entreprise.
C'était fait exactement comme ça. En fait, c'est pas à un moment, en réalité, c'est 25 ans d'hésitation, de tergiversation, jusqu'au jour où ça devient comme une évidence. Et là, j'ai décidé, et puis derrière, tout s'est enchaîné. 3 jours plus tard, j'étais au CRA, et 6 mois plus tard, je rachetais une entreprise. Voilà. Alors, merci pour vos témoignages, je voudrais juste apporter 3 points d'attention qui sont importants, je pense, quand vous vous posez la question de la légitimité de la reprise d'entreprise. La première, c'est que la liberté qui nous fait tous rêver, elle a un prix. Et ce prix, c'est la gestion de l'inconnu tous les matins, tous les mois, tous les ans. Et que ça, c'est quelque chose avec lequel il faut que vous appreniez à être pas confortable, parce qu'on l'est jamais, mais au moins un peu moins inconfortable. La deuxième chose, c'est tester votre résistance à la pression, parce qu'il y en a, et c'est pas forcément la même que celle du salariat. C'est une pression à plus long terme. La troisième aussi, on ne vous en parle pas beaucoup, même si ça commence à devenir à la mode, parce qu'aux États-Unis, ça se fait beaucoup, c'est il faut que vous soyez très à l'aise avec l'apprentissage de l'échec. Pas des énormes échecs, mais des petits échecs répétés tous les jours, parce que c'est ce qui vous permettra de valider votre proposition marché, votre proposition de valeur. Et puis enfin, quelle que soit votre spécialité ou votre métier, il faut que vous appreniez à devenir généraliste avec une forte dominance commerciale. Donc la deuxième question, une fois que vous savez ou que vous vous dites oui, je pense que je suis quand même légitime et que, en tout cas, je suis prête à y aller et à aller regarder plus loin, la deuxième question qu'on se pose, c'est comment est-ce que je vais trouver la bonne cible ? Alors, la bonne cible, c'est probablement pour beaucoup de repreneurs la période la plus difficile de la reprise d'entreprise. Parce qu'il s'agit de rechercher la bonne entreprise au bon prix. Donc les deux trucs ne vont pas forcément toujours ensemble. Et dans cet exercice, qu'est-ce que c'est que le ciblage ? C'est s'adresser à des personnes que l'on ne connaît pas pour leur demander de vous aider à rechercher quelque chose que vous n'avez pas complètement identifié. Donc vous avez quand même 2 inconnus dans ce truc-là. Alors, dans le ciblage, il y a plein de choses dont on peut parler et je pense que nos repreneurs vont pouvoir le partager avec vous. La première, c'est quelles sont les méthodes que vous allez utiliser pour rechercher vos cibles. Alors, certains repreneurs s'adressent à des intermédiaires parce qu'ils ne souhaitent pas, pour plein de raisons qu'on va vous expliquer, avoir un contact direct avec les cédants. D'autres, au contraire, se lancent dans une approche directe pour des raisons exactement inverses. Enfin, il y a d'autres personnes qui cherchent à avoir une approche multicanale et qui font des annonces de l'approche directe et des intermédiaires. Ça, c'est la première chose. Quelle est la méthode que vous avez utilisée pour votre ciblage ? La deuxième question qu'on a un petit peu abordée avec Jean-Jacques est est-ce qu'on doit reprendre dans le même secteur ? Alors, les banques auront tendance à vous dire oui. C'est pas forcément nécessaire, et heureusement, et ça, on va le voir avec vous. Est-ce qu'on doit reprendre tout seul ou à plusieurs ? Tout seul, vous avez une grande solitude. À plusieurs, vous avez un risque de conflit entre actionnaires qui est quelque chose de compliqué. Et puis la dernière question que je voudrais que nos repreneurs abordent avec vous, c'est quelle est l'approche du temps pendant le ciblage ? Combien de temps ça prend ? Est-ce qu'on doit le border ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il est facile de vivre ? Ou comment est-ce qu'on doit s'habituer à une certaine forme d'inconfort ? Alors Fabien, je pense que je peux vous donner... Je vous donne la parole pour ouvrir le bal. Bon, j'ouvre le bal. Effectivement, la notion du temps est importante. J'avoue que j'avais pris moi un peu les devants, puisque je n'ai pas attendu d'avoir 50 ans pour passer à l'acte. J'ai anticipé, comme je vous l'ai dit, j'étais en démarche proactive et je suis effectivement parti de Canal+. À un moment donné, j'ai pris le train, comme on dit savamment, et je suis parti avec l'idée, je reprenais une affaire. Et c'est vrai que la démarche, elle était de dire, bon, vous êtes un couteau bien aiguisé dans un sens, vous êtes salarié depuis un certain nombre d'années, vous faites très bien ce qu'on vous demande de faire, parfait. Mais pour reprendre une entreprise, il faut être couteau suisse. Donc qui dit couteau suisse dit qu'effectivement, il faut réaiguiser dans tous les sens et donc nécessairement repasser par la case formation. Ça, c'est un préambule absolument nécessaire que je mettrai comme préambule absolu pour une réussite, j'espère certaine. Mais donc à partir de là, j'ai repris, pour ne rien vous cacher, effectivement une formation au CRA, et je suis parti dans la démarche donc de reprendre une entreprise en me disant, heureusement les ACDIC sont là, j'ai un peu de temps, on y va, je me donne mes critères, je veux rester dans telle région, je veux telle cible, bon, tout ce que vous êtes certainement dit.
Sauf que, évidemment, on n'a pas tout de suite et exactement comme on l'entend. Bref, j'ai eu 6 dossiers. J'ai monté 6 dossiers de reprise pendant effectivement les 2 années de mon chômage. Ça n'a pas été si simple que ça. Ça met du temps. J'ai eu des échecs, des petits échecs au quotidien, comme le dit si justement Mireille, qui vous forment et qui vous remettent juste là où il faut. Et effectivement, à partir de là, au bout d'un moment, il a fallu que je prenne la décision, je continue ou je continue pas dans cette logique-là, puisque on pourrait dire que c'était un échec, mais au final, on verra que c'était une réussite, puisque le temps, simplement, c'était une question de temps. Donc, effectivement, j'ai arrêté de reprendre de la recherche d'entreprise, que j'ai faite, effectivement, en me disant, je mets de côté ça, et je suis parti sur la création d'une entreprise. Donc, j'ai créé, pour ne rien vous cacher, j'ai créé un parc aventure au-dessus de Paris, et le plus grand des bonheurs, c'est que ça a marché. Ça a très bien marché, sauf qu'effectivement, au bout d'un certain temps, avec l'actionnariat, on a dû trouver d'autres solutions. Et donc, j'ai revendu mes parts 6 ans après. Donc, tout ça, vous voyez que le temps s'accumule, mais il n'y avait pas d'échec. C'est simplement, il y a du temps. Il faut être mature. Il faut laisser faire les choses. Il faut qu'à un moment donné, l'évidence, elle revienne. Et au moment où j'ai revendu mes parts de mon parc, où j'avais réussi à faire effectivement, par la plus grande des chances, une belle affaire, là, effectivement, j'étais mûr. Là, effectivement, je savais ce que je voulais. J'avais cette maturité pour trouver ce que je voulais. Et j'ai réussi à reprendre la cible que j'avais en tête depuis un certain temps, que j'avais identifiée, que j'avais bien suivie et qui correspondait à ce que je recherchais, c'est-à-dire le marketing et le marketing expérientiel notamment, parce que je connaissais une des cédantes et grâce à ce réseau que j'avais mis en place, j'ai réussi à reprendre l'entreprise. Donc c'est une vraie maturation, c'est un vrai temps qu'il faut prendre en compte. Ne croyez pas qu'on reprend une entreprise aussi simplement que ça, avec autant de facilité que ça. De toute façon, c'est truffé de pièges, c'est truffé d'inconnus. Et justement, l'entrepreneur, c'est qu'il y a des solutions, il y a simplement une question de temps. Stéphanie, vous avez eu une reprise qui était intéressante aussi en termes de ciblage. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Une fois qu'on a dit ça, on prend le temps de s'organiser. Et je dirais qu'au-delà du temps, il faut y aller avec méthode. D'abord, ça permet de se mettre des étapes, ça permet de se mettre un plan d'action et d'avoir une visibilité, un peu de visibilité dans quelque chose qui n'est pas très clair parce qu'on ne sait pas finalement où est-ce qu'on va arriver et quand est-ce qu'on va y arriver. Moi, ma méthode a été la suivante. Un matin, je me suis donc levée en me disant « c'est bon, c'est maintenant ». Donc, j'ai donné ma démission, je suis partie. Et j'avais juste une certitude, c'est que tout ça, je ne pouvais pas le faire toute seule. Et donc, j'ai, commencé par m'inscrire au CRA pour faire la formation, en se disant, il faut quand même se remettre à niveau 3 minutes, parce que sinon, ce sera le premier piège dans lequel on va tomber. 2, à l'issue du CRA, il faut aller chercher un cabinet spécialisé dans la reprise ou la cession, parce que forcément c'est des professionnels, alors après il faut trouver le bon, mais forcément ce sont des professionnels et donc je vais gagner du temps et je vais probablement avec un peu de méthodologie éviter 2-3 écueils. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai choisi un qui m'a donc accompagné du début à la fin, même si en réalité une fois la cible trouvée, toute la partie négociation qui est souvent très longue, c'est faite sans le cabinet, mais peu importe. Il y a une espèce de soutien et d'accompagnement qui, en tout cas, pour mon cas, était psychologiquement important. Parce que les petits échecs du quotidien pendant 18 mois, tous les matins, on se prend une porte. Il y a un moment donné, on se dit, en fait, on va peut-être pas y arriver. Et donc, le fait de ne pas être seul et d'être aussi un peu coaché et d'apprendre 2-3 raccourcis dans un process assez long, ça rassure, ça soutient et donc ça fait du bien. Il y avait un autre avantage aussi, vous m'aviez dit, à passer par un intermédiaire par rapport à une approche en direct. Oui, c'est-à-dire que moi, je me voyais bien à la tête d'une entreprise. Je ne savais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais enfin, je m'y voyais bien. Par contre, je ne me voyais pas du tout, pour sourcer et cibler la boîte, je ne me voyais pas du tout en train de prendre mon téléphone en disant « Bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle Stéphanie, je cherche une entreprise, est-ce que vous ne seriez pas vendeur ? Parce que votre truc, il me tente bien. » Et là, franchement, ça, c'est un truc qui, pour moi, dans mon profil, était terriblement compliqué. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis fait aider au moment non pas du ciblage, mais du sourcing. En réalité, parce qu'il n'y a pas non plus que des pièges, il y a aussi des grands moments de chance.
Et j'ai eu la chance de choisir un cabinet qui, en réalité, avait dans ses tiroirs l'entreprise que j'ai rachetée. Et donc, en fait, ça a été le premier dossier que j'ai étudié, la première entreprise que j'ai visitée. Et en fait, je savais que c'était celle-là. Me demandez pas pourquoi, parce que j'en sais rien. En fait, je suis incapable d'expliquer la chose. Ça, c'est la même question que êtes-vous fait pour la reprise? En fait, on n'en sait rien, on le sait qu'après. Mais quand après on visite d'autres entreprises, d'autres cibles, qu'on rencontre d'autres dirigeants, qu'on regarde d'autres comptabilités, qu'on voit d'autres types de clients, on se dit non, finalement, c'est la première. Et donc on élimine comme ça les cibles. Et donc, voilà. Et donc un jour on tombe sur la bonne. Et là, la négociation ou le commencement de la négociation arrive. Mais c'est vrai que comme c'est un marché essentiellement caché, si vous décidez d'y aller tout seul, il faut une méthodologie, ou alors il faut beaucoup de chance. D'ailleurs, à mon avis, il faut les deux, parce qu'en fait, les deux ne sont pas du tout incompatibles. Mais voilà, il n'y a pas la petite annonce qui va bien en disant il y a l'entreprise X à vendre au bout de la rue. Rarement, en tout cas. Rarement. Loïc, pour vous, votre démarche a été plus évidente, je dirais. Je sais pas facile, mais plus évidente. Je ne sais pas si elle a été plus évidente. Je rebondirai sur ce que vient de dire Stéphanie. Il ne faut pas être pressé, ce qui est vrai, mais en même temps, pour moi, c'était inentendable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit, je veux racheter une entreprise, toutes les stats vous disent ça prend entre 15, 18, 24 mois. Pour moi, c'était juste inentendable. Et puis, alors, ce long processus, ce long parcours me semblait une réalité. Elle est statistiquement exacte, mais j'avais du mal à accepter ce principe-là. Et sans vouloir faire de la publicité pour le CRA, même s'ils sont présents, ils ne le seraient pas, je dirais la même chose. Reprendre une entreprise, si vous voulez aller vite et être efficace, sans formation au CRA pendant 3 semaines, oubliez. J'ai été directeur général de société, directeur financier, j'ai fait de la croissance externe pour des groupes. Sans la formation de 3 semaines au CRA, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. D'abord, c'est là où j'ai rencontré les spécialistes, l'avocat que j'ai choisi, un élément clé, l'expert comptable que j'ai choisi, un autre élément clé, et pourtant des copains experts comptables et des copains avocats, j'en ai quelques-uns, et ce n'est pas cela que j'ai été chercher. La transmission de PME, c'est un métier. L'expert comptable qui fait de la clôture de compte toute l'année et accessoirement une fois tous les 3 ans une transmission d'entreprise, ce n'est pas le même métier. Le CRA accompagne les repreneurs depuis plus de 30 ans, c'est aussi un métier. Donc formation au CRA, la méthode, après vous la mâchouillez. Moi, typiquement, la liste fichier Diane, les 150 mails à envoyer, tous les je ne sais combien, plus se faire aider par la chambre de commerce, etc. Ça marche, tous les jours ça marche. Moi, ce n'était pas du tout la méthode à laquelle je souhaitais procéder. J'ai ciblé, parce que j'ai identifié que finalement, parfois vous avez des vendeurs qui ne sont pas vraiment vendeurs, et puis parfois, surtout, vous voyez des dossiers qui sont effectivement cachés. Donc j'ai vraiment axé ma recherche sur les sociétés spécialisées en transmission d'entreprise qui ont un mandat de cédant, c'est-à-dire qu'un client, un chef d'entreprise, a signé un chèque, a signé un contrat et a demandé à une officine spécialisée de vendre l'entreprise. Comme ça, vous avez affaire en général, c'est comme dans tous les métiers, mais en général à des professionnels qui sont réellement autant facilitateurs pour le cédant que pour l'acquéreur. Et pour moi, ça a été déterminant dans la rapidité du processus que j'ai pu suivre. Alors après, c'est facteur de chance. Ils ont dans leur bannette ou pas une cible qui correspond à votre cahier des charges. Et s'il y a une cible qui correspond à votre cahier des charges, déjà, vous gagnez énormément de temps. Et après, c'est de la négo. Comme vous le savez peut-être, il y a peut-être 10 personnes sur un dossier ou 5 personnes sur un dossier. Vous n'êtes pas tout seul. Et donc là, après, l'important, c'est l'encadrement, l'accompagnement que vous pouvez avoir avec un expert comptable et un conseiller juridique qui sont des spécialistes de ces questions-là, qui vont d'abord analyser avec vous la psychologie du cédant. C'est de la négo. Voilà. C'est de l'intuitu personnel, c'est de la négo. Et quelque part, le vendeur vous choisit. Et n'allez pas lui demander pourquoi il vous choisit. Ce n'est pas juste une question de carnet de chèques. Moi, je n'étais pas le mieux disant, et pour autant, il m'a choisi. Donc oui, c'est vraiment une affaire de professionnel. Et moi, j'ai trouvé que la formation au CRA m'a donné les clés, les outils, la méthodo. Et derrière, l'accompagnement des conseils a été un facteur clé de succès pour la recherche. On n'est pas payé par le CRA, je précise. Non, je n'ai pas d'action au CRA. Et il ne serait pas là, je dirais exactement la même chose.
Merci pour le CRA. Non, mais c'est sincère. Donc, Daniel, vous avez une méthode de ciblage très différente, je crois. Alors, pour reprendre les choses telles qu'elles se sont passées, en fait, comme nous tous, enfin tous les candidats et repreneurs, lorsque la période de formation du CRA est achevée, on se retrouve tout seul sur son bureau, chez soi, et on se dit, bon, alors, étape 1, qu'est-ce que je fais, étape 2, ça. Donc, c'est un peu, je pense qu'on a tous fait la même chose, et je pense que la première chose qui est à faire pour trouver la bonne cible, c'est de faire une fiche de cadrage, enfin on va dire un CV du repreneur, qui je suis et ce que je veux reprendre. Et ça, c'est vraiment une démarche, une étape dans la démarche qui est très importante, sur laquelle il faut prendre son temps et surtout ne pas la squeezer. Et il faut savoir aussi également qu'elle va être remise en question au fur et à mesure de ces étapes de recherche. Donc je me suis posé la question de ce que je voulais faire, quel type d'entreprise, où, et comment dirais-je, et quelle taille également. On va revenir sur la taille un peu plus tard. Mais donc j'ai fait cette première chose d'abord, et ensuite comment j'allais rechercher. Et je me suis dit que j'allais rechercher seul, pour une raison très, très simple et purement financière, c'est que ça coûte assez cher d'avoir recours à un courtier en reprise. Je me suis dit que bon, je vais essayer déjà de me donner une première chance pour rechercher seul, et puis si au bout de quelques mois ça ne marche pas, eh bien dans ce cas-là je passerai à l'étape suivante qui est de faire appel à un courtier. Donc ça, c'était la deuxième décision. Après avoir fait la fiche de cadrage, décision, est-ce que je fais appel à un courtier ou pas. Et je me suis lancé dans le grand bain, c'est-à-dire que j'ai fait une recherche tous azimuts, active, extrêmement active. Passé beaucoup de temps à faire du networking, à rencontrer des banques, à rencontrer pas des intermédiaires, mais des cabinets d'avocats, et également mettre ma fiche de cadrage sur tous les sites, les plateformes, là, les mythiques de la reprise, en fait, donc les plateformes qui mettent en relation les cédants et les repreneurs. Et ça a duré quelques semaines, et j'ai eu, comme on le disait tous, je dis la même chose, il faut évidemment travailler beaucoup, et puis il faut des petites doses de chance de temps en temps. Assez rapidement, j'ai eu un coup de téléphone en direct d'un cédant qui cherchait un repreneur. Et ce qu'il m'a expliqué m'a séduit. J'aurais très bien pu lui dire non, d'ailleurs. En fait, c'est pas parce qu'il m'appelle qu'il faut lui dire oui nécessairement. Mais en fait, sa société qu'il cherchait à vendre, donc qui est la société Monet, que j'ai finalement reprise, ça m'a plu. On s'est rencontrés une fois. On a passé une journée ensemble à discuter. Et puis de fil en aiguille, je l'ai acheté. Alors, le dernier point qui me semble, qui est personnel, hein, c'est que j'ai mené toutes les négociations seul, à deux, disons. Jamais accompagné d'une tierce personne, c'est-à-dire de mon expert comptable ou de l'avocat d'affaires qui m'a accompagné dans la reprise. Pourquoi cette décision, qui était bien consciente ? Parce que je pense que mettre des experts, comme peut l'être un expert comptable ou un avocat, c'est, disons, pour dire les choses simplement, rajouter un degré de complexité qui n'est pas nécessaire. La reprise, pour moi, c'est l'aboutissement, la concrétisation de la volonté de deux personnes, le vendeur et l'acheteur, d'arriver au bout. Vous l'avez bien compris, tout le monde l'a dit, une reprise, ça comment dirais-je, on rencontre de nombreuses possibilités d'échecs. Pour des questions de prix, pour des questions... Elles sont diverses et variées. Et plus vous mettez de gens autour d'une table, et moins on a de chance d'arriver à une décision. Donc j'ai toujours dit, je vais mener les discussions en tête à tête, et après je me retourne vers mes conseils, et lui vers ses conseils à lui, et on résout nos affaires de manière séparée. Voilà, c'est souvent une des raisons pour lesquelles j'ai entendu que les discussions achoppent, c'est parce que les experts parlent trop longtemps entre eux. Voilà la manière dont s'est passée la reprise.
Merci beaucoup. Alors, je vous propose maintenant qu'on aborde le dernier thème, qui est celui du financement, c'est-à-dire combien est-ce qu'il faut d'argent pour reprendre une entreprise et quel type d'entreprise on peut acheter avec quoi. Eh bien, là encore, il n'y a pas vraiment de règles. Alors, on n'est plus dans ce qu'on avait avant les années 2008, où grosso modo, avec 50 000 euros, on pouvait faire un super effet de levier et racheter des boîtes très chères en mettant peu d'argent. Ça, c'est définitivement terminé. On fait une croix dessus, c'est passé. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut des montants très élevés pour acheter une boîte. Parce que quand vous avez vous-même des apports personnels très très élevés, vous rentrez dans une catégorie de sociétés à reprendre où vous êtes en concurrence avec des investisseurs institutionnels et ça rend le truc un peu compliqué. Donc on va dire que avec pas beaucoup d'argent, c'est compliqué. Avec beaucoup d'argent, c'est compliqué. Quelque part, comme toujours en France, la vérité est un peu au milieu. Et il n'y a pas une ou plus une règle dans cette vérité au milieu. Tout dépend de la façon dont vous vous y prenez, du secteur dans lequel vous voulez reprendre, de l'entreprise que vous voulez reprendre. Et je crois qu'autour de la table, vous allez avoir un panel très complet de gens qui ont repris avec des apports très différents, dans des secteurs très différents et avec des financements très différents. La première personne que je voudrais faire parler, c'est Daniel, qui, lui, a bénéficié, je crois, mais il m'arrêtera si je dis une bêtise, d'un financement bancaire assez classique, en fait. Alors, j'ai effectivement monté le rachat avec un financement qui consistait avec 3 partenaires, qui sont respectivement la BPI et 2 banques, avec un montage financier qui est d'une simplicité déroutante. J'ai fait un apport de 1/3 et les 3 autres partenaires ont amené 2/3 pour compléter le 100%. Et le point important dans la réussite du montage, c'est que j'ai eu d'abord l'accord de la BPI. Alors ça a rassuré tout le monde, moi le premier, et les banques juste après, puisqu'ils ont fait ce qu'on appelle une caution ou garantie, et en plus ils ont prêté. Donc quand la BPI fait ce genre d'action, c'est que pour les banques, ça rassure. Les banques, eux, leur fonctionnement, c'est aversion au risque total. Moins il y a de risque, mieux ça marche. L'inverse exact des fonds d'investissement. Et pour parler des fonds d'investissement, 1 minute, c'était la première question avant de dire de déterminer ma cible. Je dis, est-ce que je prends un fonds ou pas ? J'ai fait un essai de racheter une boîte avec un fonds, et quand j'ai vu leur fonctionnement, je suis parti en courant, parce que c'était exactement tout ce que je détestais, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle le business Excel, où on fait des plans, des business plans sur Excel. C'est très facile, on multiplie le chiffre d'affaires par 10 avec une feuille Excel. Et effectivement, le projet qu'ils me présentaient, je ne l'ai pas fait, et j'ai su qu'ils ont fait faillite 1 an ou 2 après. Donc je suis assez content de ne pas y être allé. Et donc j'ai fait sans eux et avec une banque. Voilà. Est-ce que ça a été clair ? Bon, merci. L'accord des banques a été relativement facile à trouver ? Oui, j'ai demandé à 7 banques et j'ai eu 7 oui. 7 accords. Très facile, sans faute. Merci beaucoup, Daniel. Fabien, je crois que vous pouvez nous expliquer que, en fait, le financement dépend aussi du prix et de la relation que vous avez avec la personne qui vous cède l'entreprise. Oui, effectivement. Et je dirais que dans ma démarche de repreneur d'affaires, il y a eu 2 périodes. Il y a eu donc la première période où je suis sorti de CRA et j'ai donc, avec mes critères, cherché une entreprise. Effectivement, je rejoins ce que disait Daniel, je suis un petit peu encore sans maturité parti à la recherche d'entreprise, avec mes experts, négociant un peu tout de suite, etc. Et ce n'est pas la bonne démarche. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis 2 ans et que j'ai finalement pas réussi à aller jusqu'au bout de mes 6 dossiers. Le fait est que j'ai monté une entreprise après, ça a réussi, j'ai donc eu une certaine maturité. Et quand je suis revenu sur le marché de la reprise d'entreprise, effectivement, je me suis trouvé face à une démarche qui était différente. J'avais cette maturité et je me vois très bien dire à ma cédante cette phrase, je ne sais même pas comment je l'ai dit, mais il s'avère que c'est le petit déclic. Je lui ai dit, écoute, quel que soit ton prix sera le mien. Et c'était gonflé, mais c'était justement ma maturité qui me permettait de dire, oui, non, mais c'était malin parce que ça la mettait en confiance.
C'était effectivement un rapport d'homme à femme, puisque c'était une femme. Il n'y avait pas d'expert, il n'y avait pas de calculateur, il n'y avait pas de rentabilité. C'était juste une histoire un peu de séduction, c'est vrai. À savoir, quand quelqu'un vous dit ça, effectivement, vous êtes forcément séduit. C'est difficile de dire non quand vous êtes un petit peu cédant. Et c'est ça qui m'a permis, après, d'aller plus loin, d'aller dans cette confiance, de passer le relais, en quelque sorte, et d'aller jusqu'au bout de la démarche, où il est vrai qu'au bout d'un moment, quand même, je me suis trouvé face à mes responsabilités. Et là, au moment de la signature, quelques semaines avant, c'est vrai que son prix était quand même un prix conséquent. Et je lui ai dit, écoute, si tout ce que tu m'as vendu est vrai, partageons la responsabilité, partageons le risque. Puisque tu m'as dit que j'arriverais à tel niveau, puisque tu m'as dit que c'était si simple, puisque tu en es si sûr, partageons le risque. C'était pas machiavélique, ma démarche, mais c'était finalement tout simplement ce que j'avais, moi, dans mes veines, et ça s'entendait très bien. Et donc, du coup, effectivement, on est parti sur une vente avec un prix fixe. Donc, pour vous donner une idée, j'ai racheté un an de chiffre d'affaires. La boîte faisait un petit peu en dessous du demi-million de chiffre d'affaires. J'ai mis moi-même à peu près 50%, et je lui ai fait un complément de prix. Je lui ai dit, si tu maîtrises ton risque, si tu dis que tout ça est si simple, parfait, je veux juste bien dormir, je veux juste reprendre ta société comme tu le dis, mais je payerai un complément de prix avec tous les objectifs que tu m'as dit pouvoir atteindre facilement dans un an. Et donc j'ai effectivement fait une proportion. La société, je l'ai reprise donc 350 000 et j'ai fait un complément de prix d'une 80 000 euros pour l'année suivante. Il s'avère que ça s'est très bien passé. Il s'avère qu'elle avait parfaitement raison. Il s'avère que tout ça s'est déroulé impeccable. Et j'ai pu bien dormir pendant un an. Et elle ne m'a pas amené dans des chiffres qui n'étaient pas les bons. Donc, tout ça, c'est, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait, c'est une histoire d'homme. Il faut créer la notion, créer la fibre. Et après, avec les banques, il faut rester simple, il ne faut pas être dans des montages où vous pensez faire des effets de levier. En tout cas, moi, j'en ai pas fait un énorme. Mais effectivement, j'ai fait ça avec un complément de prix, ce qui m'a permis de passer tranquillement le cap du repreneur d'affaires. Est-ce que vous avez fait appel à une banque ? J'ai fait appel à une banque, un prêt très classique. J'ai financé une partie avec moi, la vente de ma société d'avant. C'est vrai que pour être simple, j'avais créé, juste pour vous donner des chiffres, parce que je sais que pour vous c'est important, quand j'ai créé ma société, donc le parc d'attractions, j'ai mis 19 000 euros et j'en ai sorti 6 ans après 400 000 euros. Et après, avec ces 400 000 euros, donc j'ai repris 200 000 euros pour créer mon entreprise. J'avais mis 200 000 de côté et la banque a financé le reste et on a fait le complément de prix. C'était simple comme bonjour. J'ai eu des banques qui m'ont dit oui, d'autres qui m'ont dit non. Comme d'habitude, les banques, de toute façon, ne prennent aucun risque. Elles ne sont pas du tout dans leur rôle de prendre des risques. Mais bon, il faut faire avec. Parfois, on peut avoir envie de montages un petit peu plus compliqués. Et là, je vais laisser la parole à Stéphanie. Stéphanie, si vous pouviez partager votre aventure de financement avec nous, ça serait fantastique. Ou votre aventure de « je discute avec mon cédant ». C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas comment la négo, évidemment, va commencer et encore moins comment elle va finir. Juste avant de parler du financement, parce que c'est probablement pour vous dans la salle une des questions fondamentales, moi je vous dis tout de suite en introduction qu'en fait, pour moi, ça n'a pas du tout été le point le plus compliqué. Le truc le plus compliqué, c'est l'étape d'avant, c'est-à-dire c'est trouver la bonne cible, la bonne entreprise. Et une fois qu'on a fait ça, moi, j'ai le sentiment, mais dans ma petite expérience, qu'on a fait plus que la moitié du chemin. Alors, je ne dis pas non plus que les banquiers, les fonds d'investissement sont des gens sympathiques, qui vous facilitent le truc. Évidemment, c'est complexe et ça prend du temps aussi. Et la négociation est par moments extrêmement compliquée. Et donc, il faut être très créatif pour trouver 2-3 petites solutions, parfois, et roues de secours, pour s'en sortir et financer l'entreprise qu'on souhaite racheter. Mais en tout cas, dans mon expérience, le plus long, le plus difficile, c'est vraiment de trouver la boîte et la bonne. Après le financement, c'est après. Et donc, en tout cas, pour moi, ça a été plus simple. Pour autant, j'ai financé d'une façon un peu particulière. L'entreprise, moi, faisait déjà 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on était sur des montants de cession à plusieurs millions d'euros, parce que la rentabilité de la boîte était importante. Je mettais sur la table un apport personnel très conséquent. Pour autant, il me manquait tout plein de sous pour boucler l'opération. Donc, premier point, j'ai été voir avec le cédant
en fait, le banquier historique de l'entreprise, depuis 25 ans, qui connaît les chiffres par cœur et qui donc connaît la cible, et sait que c'est rentable, connaît les équipes, enfin tout ça a un côté assez rassurant. Et effectivement, le banquier n'étant pas là pour prendre un risque, mais pour financer une opération dont il pense qu'elle va continuer à fonctionner malgré le changement de patron, le banquier historique nous a suivis. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout allée toute seule négocier le bout de gras avec le banquier historique, mais j'ai emmené le cédant dans la valise. En disant, puisque c'est formidable, et puisque vous voulez me le vendre, et puisque votre banquier est super, vous venez avec moi, et on va aller expliquer au banquier que vous m'avez choisi, et que c'est tout bon, et qu'on va réussir, et qu'il n'y a pas de risque, etc., etc. Donc on est partis tous les deux, on a fait un petit tour de France de plusieurs banquiers, mais on a commencé par l'historique, et la banque nous a dit « Ok, on suit ». Mais on suit à hauteur d'un petit bout. Donc il y avait tout le reste à trouver. On a fait le tour des banques commerciales bien connues. Alors moi, j'ai eu moins de chance que mes copains du bout de la table. Moi, j'ai pas eu 7 oui sur 7 demandes, mais à peu près une fois sur deux. Donc une fois c'était oui, une fois c'était non, une fois c'était oui, une fois c'était non. Donc on s'habitue. Donc on avait sélectionné un deuxième banquier qui était prêt à nous suivre. Il manquait toujours un bout. Et là, votre conseiller repreneur qui vous accompagne depuis le début vous dit « c'est pas un souci, il nous manque un bout, mais je vais vous emmener dans 2-3 fonds d'investissement que je connais super bien. Et vous allez voir, c'est des gens formidables. » Donc là, il faut toujours avoir un petit peu de recul sur les gens qui vous accompagnent et qui vous conseillent. D'abord parce qu'au final, c'est quand même vous qui décidez, puis c'est surtout vous qui payez. Donc il faut rester assez critique. Et effectivement, on a été rencontrer 2-3 super fonds d'investissement. D'abord, ils ne sont pas tous sympathiques, ça c'est le premier point. Bon, on s'en fout, mais en même temps, on le dit quand même. Et le deuxième point, c'est que je suis d'accord, la façon dont on sent bien comment ils vont piloter avec vous l'entreprise une fois que vous l'aurez reprise, comment vous devrez bien faire le reporting toutes les semaines et comment ils vont vous rendre visite a priori un peu trop souvent pour vérifier les décisions que vous prenez, eh bien en fait vous décidez un vendredi soir que vous ne partirez pas avec un fonds d'investissement quel qu'il soit. Alors même que sur les 3-4 qu'on avait rencontrés, 2 acceptaient de financer. Et là, en fait, on avait 100% du financement. Donc en fait, si on avait dit oui le vendredi, le lundi matin, l'opération se faisait. C'est là où parfois les échecs, où il faut rester lucide malgré le temps qui passe et malgré la très 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 grande envie que vous avez de faire le deal. Et donc en fait le vendredi soir, vous repartez sous le bras avec les 72 pages de l'accord tapé par le fonds d'investissement qui est donc prêt à vous donner les sous, et puis vous lisez ça attentivement, et le samedi vous dites jamais. Mais donc le lundi matin, vous êtes de nouveau retour à la case départ sans toucher 20 000, c'est-à-dire vous êtes tout seul, vous n'avez pas le financement, et il faut continuer, et surtout continuer à expliquer au cédant que c'est pas grave, on va trouver, puis qu'on va trouver vite, parce que le cédant il s'impatiente aussi. Et donc en réalité devant ça, le lundi matin, on prend sa voiture, on va à l'entreprise, on séquestre le cédant dans son bureau, et on dit voilà, je trouve une solution. La solution est la suivante, on a 2 banques, il manque un bout, et le bout, c'est vous qui allez le mettre. Puisque vous m'expliquez que l'entreprise est formidable, qu'on va augmenter le chiffre d'affaires, que vous n'avez pas très très bien géré les coûts, donc en fait, il y a tout plein d'économies à faire, et il faut savoir lire entre les lignes, il n'y a pas de problème. Si tout ça est vrai, le petit bout, qui était un peu gros quand même, mais le petit bout qui manque, c'est vous. Sinon, le deal, c'est sans moi. Et en fait, de la même façon que pendant X mois, le repreneur s'accroche au cédant pour lui plaire et le convaincre que vous êtes absolument le repreneur idéal pour la suite de son entreprise qu'il a créée, de la même façon, de l'autre côté, il y a aussi une forme de dépendance qui se crée avec le temps. Et donc, en fait, tout le monde est enfermé dans ce timing-là, quelque part. Et donc, voilà, la confiance et les petits voyages qu'on avait fait ensemble pour aller voir les banquiers, enfin, tout ça, ça crée un peu de lien. Et donc, il y a un moment donné, finalement, il réfléchit 48 heures et il vous dit « Ok, je sais que c'est compliqué, donc je veux vendre
parce que j'ai 64 ans, je suis un peu fatiguée, j'habite Marseille, mon bateau m'attend et donc j'ai vraiment envie de céder. Donc ce sera vous, ça j'ai bien compris, ce sera vous, donc j'accepte. Et donc en réalité, le deal qu'on a fait, c'est 2 banquiers plus les anciens gérants, ils étaient plusieurs, ce qui facilite évidemment la négociation quand il y a plusieurs cédants. Et finalement, donc ils ont touché un chèque le jour du deal, qu'ils ont quasiment à 100% totalement remis dans le business. Et tout le monde m'avait évidemment dit, non mais ça c'est impossible. Il n'y a pas un cédant qui part sans avoir un petit peu de sous dans la poche quand même, à un instant T. Comme quoi, en fait, tout est possible. C'est finalement le truc qu'il faut retenir. C'est possible, c'est évidemment compliqué. Et en fait, quand on est à l'étape d'avant, c'est-à-dire la cible, je ne sais plus qui l'a dit en bout de table, mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait, il faut savoir ce que vous ciblez. Petit, moyen, gros, avec fonds d'investissement, sans fonds d'investissement. Voilà, ça c'est peut-être une des décisions à l'étape d'avant assez importante à prendre assez rapidement, parce que finalement ça oriente quand même derrière la façon dont on finance et puis le type de cible qu'on sera en capacité d'avoir à la sortie. Stéphanie, je voudrais juste vous solliciter sur une dernière question qui est d'importance à mon sens. Vous êtes la seule pour l'instant autour de la table à avoir dit « j'ai mis un apport personnel important ». Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à faire cet apport personnel ? Alors, j'ai vendu un appartement et une maison que j'avais mis 22 ans et demi à économiser en ayant été salarié comme tout le monde dans différentes entreprises. Voilà, donc j'avais ces 2 biens immobiliers-là. Et donc, un matin, j'ai dit à mon mari, voilà, on va y aller. On va tout vendre. Est-ce que tu es d'accord, chérie, pour qu'on vende tout ? On va aller dans un appartement beaucoup plus petit que la maison en location. Est-ce que tu es toujours d'accord pour me suivre ? Alors, là, on mesure la vraie motivation, vous voyez. On fait 2-3 petits calculs quand même, histoire d'être sûr que ça passe. Et donc, nous avons vendu un appartement, notre maison principale. J'avais un seul impératif qui était de dire, si tu pouvais trouver une entreprise sur Paris pour qu'on n'ait pas besoin d'aller à Tataouine-les-Oies, quand même, ce serait sympa. Donc, j'ai accepté de dire, OK, on reste sur Paris. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises sur Paris, donc c'était... voilà, mais en tout cas, ça, c'était un des critères mis dans le choix de la cible aussi. Donc, nous, on a abandonné la Bretagne. On s'est dit, ça, c'est pas... Si en plus, j'impose la Bretagne... Là, c'est mort. Voilà, donc en tout cas, c'est plus qu'une vraie envie. Hein. Enfin, moi, j'ai pas mis 50 000 € sur la table. Donc, voilà, il faut... Mais en même temps, il y a un moment donné, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, il y a un moment donné, en fait, il faut plus se poser la question. Voilà, on a envie, on y va, on dégage les moyens, on se met un plan d'action, on se forme, on met un peu de méthodologie. On a plus qu'une vraie conviction, parce que sinon, la première porte qu'on se prend, on s'assoit et on s'arrête. Voilà, mais il y a aussi des financements, la preuve, qui se sont passés de façon plus facile. Donc, ça existe. Donc, transition avec Loïc, qui a eu des financements. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre expérience et la réaction des banquiers ? Bien volontiers. C'est d'abord une affaire de stratégie. Et la stratégie, c'est fonction de la cible. Et chaque cible est différente. In bonis, pas in bonis, qui gagne beaucoup d'argent en rentabilité ou peu, qui a de la trésorerie excédentaire ou peu, qui est en croissance ou pas, qui doit être restructuré ou pas. C'est vraiment fonction de la cible que vous allez choisir. Pour ce qui me concerne, il se trouve que la cible que j'ai eu la chance de trouver assez rapidement était une entreprise en très forte croissance. Le marché de l'isolation du logement, comme vous le savez, la rénovation énergétique, c'est des marchés qui sont assez porteurs. Elle a progressé, pour faire simple, d'un peu plus de 50% au cours des 2 dernières années, avec plus de 10% de rentabilité nette après impôt et pas mal de trésorerie. Quand vous êtes sur une cible de ce type-là, et forcément la stratégie est différente si ce n'est pas ça, vous avez évidemment les banquiers qui vous écoutent, parce que les beaux dossiers, ce n'est pas si courant. Des boîtes à vendre, il y en a. Des gens qui veulent racheter des boîtes, il y en a encore plus, mais des cibles qui ont une qualité intrinsèque avec de l'antériorité, de la profitabilité et de la croissance, c'est plus compliqué à trouver. Donc je suis extrêmement chanceux, j'ai réussi à trouver cette boîte-là. Quand vous avez ça dans les mains, vous avez des banquiers qui vous écoutent.
à la condition que vous soyez en adéquation avec le profil de l'entreprise, que votre propre profil soit en adéquation avec le profil de l'entreprise. Parce que un banquier, ça n'aime pas prendre de risques, mais en même temps, il fait un peu son métier de banquier. Et la première chose qu'il va regarder, au-delà de la qualité de la cible, c'est si la personne qu'ils ont en face d'eux est en capacité d'apporter quelque chose à la cible et ne va pas juste lui apporter une grosse dette, mais il va être en capacité de créer de la valeur. Et si vous donnez le sentiment, de façon sincère, objective et convaincante, que vous saurez apporter de la valeur à cette entreprise, et bien à ce moment-là, vous avez la capacité à être particulièrement âpre à la négociation avec les banques, parce que ça reste évidemment une négociation. Alors moi, ça a été très simple. Je sors des ABAC, j'ai mis moins de 10% du prix de vente en fonds propres. J'ai pris le maximum de dettes, parce que lorsque on a des taux d'intérêt à moins de 1%, c'est-à-dire que l'argent est quasi gratuit, mieux vaut avoir beaucoup d'argent en trésorerie pour passer les mauvaises périodes que peu d'argent en trésorerie en respectant les ABAC. Il vaut mieux que ce soit encore une fois dans votre compte en banque plutôt qu'être obligé de revenir voir le banquier 2 ans après pour dire « Monsieur le banquier, au fait, j'ai peut-être joué un peu court, le marché s'est retourné ». Là, il n'y aura plus personne. Donc j'ai pris le maximum de dettes pour avoir le maximum de confort en trésorerie et j'ai négocié point par point âprement avec toutes les banques de la place qui étaient sur la zone géographique que j'ai choisie. Donc j'ai rencontré 11 banques, j'ai eu 10 accords et 4 sur les modalités que je souhaitais. Les modalités que je souhaitais, d'emblée, je les ai demandées très rapidement et pour tout vous dire, ce n'était pas du négociable. 0 caution bancaire. Le minimum de contre-garantie BPI, donc moi les 40% à 2 banques, j'en voulais pas. J'ai obtenu 30% de contre-garantie. L'effet de levier que je souhaitais, parce que j'étais en capacité de démontrer que je serais en capacité de rembourser ma dette, évidemment. Et puis j'ai tout négocié, les lignes de financement d'investissement pour les prochaines années, le découvert bancaire, les conditions commerciales, parce que rassurez-vous, c'est pas sur la dette senior que la banque se fera de l'argent, mais sur tous les petits frais, les petites commissions de mouvement, où à chaque fois vous mettez 10 € payés en note de frais, ils vous prennent un petit pourcentage au passage. C'est là où les banquiers gagnent de l'argent, donc c'est ce qui les intéresse, c'est les flux. Dans le jargon des banquiers, c'est la gestion des flux des entreprises, tous les flux d'entreprise, c'est là-dessus où ils vont se faire leur gratte. Et donc ils sont prêts, dès lors qu'ils pensent qu'ils ont une bonne cible, à vous accepter des conditions assez favorables, mais encore une fois, parce que c'est adapté à un certain type d'entreprise. Donc voilà, moi j'ai fait avec 2 banques, une contre-garantie BPI à 30% seulement, et j'ai essayé de faire en sorte de mettre le moins d'argent possible. C'est aussi une question d'allocation d'actifs. Je préfère mettre de l'argent, diversifier le risque. Voilà, les banquiers connaissent très bien. Moi, je mets un peu d'argent dans une entreprise, un peu d'argent ailleurs, et je préfère comme ça gérer mes risques. Et c'est moi qui suis maître de la façon dont sont financées les opérations. Donc voilà, moi c'est pas très typique, mais la structure financière et le développement de l'entreprise n'est pas très typique non plus. Encore une fois, les beaux dossiers, il n'y en a pas beaucoup, et les banquiers savent reconnaître les beaux dossiers aussi. Juste une dernière question pour vous, Loïc. On a parlé beaucoup de fonds, et tout le monde a dit « Oh, les fonds, jamais ». Quel est votre avis sur la reprise avec un fonds ? Alors, moi, j'ai vécu en tant que dirigeant salarié pendant plus de 20 ans avec des fonds d'investissement comme actionnaire, donc majoritaires, minoritaires. C'est pas la grosse bête qu'on veut parfois décrire, il y en a. Moi, j'étais prêt à prendre un fonds, si c'était nécessaire. Minoritaire de préférence. J'étais même prêt à prendre un fonds majoritaire en première étape si je trouvais vraiment c'était la qualité de la cible qui m'importait plus que la partie financière. Après, si on peut éviter, c'est quand même plus sympathique. Si vous devez prendre un mois de plus pour bien préparer votre dossier, voire un peu plus de banque, c'est mieux. Maintenant, c'est pas une... Après, il y a fonds et fonds. Moi, je préférerais, si j'avais eu affaire avec un fonds, j'aurais fait avec un fonds régional, un fonds d'une banque régionale mutualiste, plutôt qu'un... je ne vais pas te donner de nom. Donc je peux, un fonds vautour américain, vous pensez ? Oui, non, mais juste parisien, ça suffit. Merci beaucoup, Loïc. Je vous propose maintenant, si vous voulez, un tour de table avec nos différents intervenants. Et je vais leur demander à chacun de répondre à une ou 2 questions ou à la question à laquelle il voudrait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou quel a été le facteur clé qui fait que vous avez réussi ou quelle a été la plus grosse surprise que vous avez eue pendant votre reprise et que vous souhaiteriez partager avec nos candidats repreneurs afin qu'ils ne fassent pas la même
comment dirais-je, le même étonnement, la même bêtise parfois. Fabien, est-ce que vous voulez bien commencer ? Alors pour essayer de remettre un peu je ne sais pas ce que vous ressentez de tout ce qu'on vous a dit, mais effectivement, je crois, là je m'oppose un petit peu à ce qu'il venait de se dire, mais je crois qu'il faut partir avec l'idée que rien n'est impossible. Rien n'est impossible quand vous vous mettez en repreneur d'affaires. Vous pouvez changer de métier, oui bien sûr. Vous pouvez faire des acquisitions avec des sommes astronomiques et aller trouver de l'argent. Vous pouvez tout ça. Tout est imaginable. Je me souviens même d'un de mes associés qui a repris une entreprise et il est allé voir le repreneur qui ne voulait surtout pas le vendre à un particulier. Finalement, il lui a vendu. Donc tout est possible. Ne partez pas avec l'idée qu'il y a des cases, on n'a pas le droit, etc. Au contraire. Ce qu'il faut, c'est être persuasif. Ce qu'il faut, c'est être persuasif. Et pour être persuasif, il faut, et là je reviens un petit peu sur le discours de tout à l'heure, il faut repasser par la case formation. Je confirme, la formation, c'est primordial. C'est vraiment du couteau bien aiguisé. Vous devez être couteau suisse absolument. Ça, c'est la première des choses. Il faut, deuxième point qui me semble très important, il faut être à deux. À deux peut-être dans la recherche, à deux peut-être dans la reprise, à deux, mais en tout cas, il ne faut pas être seul. C'est compliqué d'être seul. On est face à tellement de phénomènes qui vous cassent les pattes que si vous n'êtes pas à deux, et à deux, quand je dis à deux, c'est aussi peut-être à deux dans son environnement familial. Hein. Bien sûr, il faut en parler avec sa famille. C'est un tremblement de terre sur lequel vous avancez quand vous êtes salarié. Et donc, c'est important de prendre tout ça en compte. C'est vraiment important. Voilà. Et pour finir, il faut aussi être, bien sûr, très bien accompagné. C'est grâce à la formation qu'on a des experts qui sont dans le domaine. Et je terminerai juste par... j'ai passé mes vacances dans le désert où j'étais avec des berbères. Et c'est vrai que les berbères, ils ont cette notion terre à terre que je trouve géniale. Et ils me disaient tout le temps « Inch'Allah ». Et je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut garder en tête. Il faut toujours penser que ça peut le faire, ça peut ne pas le faire, mais il y a aussi une part de chance. Et il ne faut pas négliger cette part qui peut vous permettre de basculer dans un beau choix. Stéphanie, qu'est-ce que vous souhaiteriez partager en conclusion ? En conclusion, alors, la chance, comme ça je rebondis sur ce que Fabien disait, évidemment qu'il en faut, et de toute façon, sur le long parcours, il y a bien des moments de chance et des moments de réussite intercalés avec des moments de doute, évidemment. Moi, je crois qu'il faut, une vraie envie, et si on a ça, c'est quand même le moteur qui fait avancer la voiture, et deux... je pense qu'il faut être certain de sa capacité à résister. C'est-à-dire que moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est le mot résistance. Alors, on aurait pu dire entêtement, acharnement, persévérance, résistance. En fait, c'est tout ça. Et tout ça, c'est des qualités qui, en fait, font que vous arrivez à aller jusqu'au bout du projet, que ça devient concret. Mais là, on parle du avant-reprise. C'est-à-dire, je quitte un univers connu de salariés pour racheter une entreprise. Et là, il faut résister pendant tout ce parcours-là parce que c'est un petit peu compliqué. Mais il y a derrière la reprise. C'est-à-dire que le jour où on signe, en fait, c'est le premier jour de commencement des emmerdes. Finalement, tout ce qui s'est passé avant, c'était certes compliqué et pas très simple, mais la vraie difficulté, en fait, elle commence après. Donc, en fait, le jour où on signe, on a l'espace de la signature, là, chez les avocats, donc l'espace de 3-4 heures, on se dit oh, ça y est, on a réussi. Derrière, on a les 15 ou 18 mois de négociations intenses. Puis en fait, le lendemain matin, on arrive dans l'entreprise, et là, on se dit oh, mais en fait, c'est tout qui commence. Et là, l'énergie et la motivation et l'entêtement, mais dans le bon sens du terme, la persévérance, le courage, le fait, en fait, de jamais lâcher, jamais, parce qu'en fait, tous les jours, il y a une surprise. Tous les jours, il y a une décision à prendre. Tous les jours, il y a une mauvaise nouvelle. Tous les jours, il y a aussi une bonne nouvelle. D'ailleurs, en termes d'émotion, moi, la différence avec le salariat, maintenant que j'ai un tout petit peu de recul, c'est que finalement, les bonnes nouvelles sont émotionnellement, ça se démultiplie quand vous êtes dans votre propre boîte, quand vous avez signé un nouveau contrat avec un nouveau client. C'est une émotion extrêmement forte. Et à l'inverse, évidemment, les mauvaises décisions sont aussi émotionnellement très fortes dans l'autre sens. Donc en fait, on a des hauts et des bas, des hauts très très hauts, des bas très très bas. Et donc en fait, il faut cette capacité finalement à résister et donc à lisser les choses, quoi, quelque part. Voilà, donc il faut un peu de caractère. Sinon, rien n'est impossible. Et s'il y a l'envie, j'ai même envie de vous dire que tout est possible. Voilà. Merci Stéphanie. Daniel, quels seraient vos conseils ou quelles seraient vos conclusions pour nos candidats repreneurs ?
Donc, moi, je compare, bon, c'est un petit peu aussi le secteur, je compare la vie du repreneur à la vie d'un sportif. C'est-à-dire qu'en fait, le jour de la compétition, c'est 1% et c'est toute la préparation avant l'entraînement qui compte. Et donc, la vie du chef d'entreprise, elle est faite de difficultés et ce qui fait qu'on va réussir, c'est sa capacité à surmonter les dizaines et les centaines de difficultés qu'on va rencontrer. Mais quand je dis difficultés, il ne faut pas s'effrayer. En fait, c'est très sympathique d'avoir des difficultés. C'est justement ce qui fait le sel de la vie, c'est ce qui fait l'intérêt de notre fonction, de notre vie. Et je vais être très court, en fait, pour résumer un petit peu par rapport à la question, la réponse par rapport à la question, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi ? C'est pas tant qu'on gagne plus ou moins, qu'on a remboursé, etc. Ce qui, à mon sens, fait qu'on a réussi, c'est qu'on est bien, c'est qu'on se sent heureux. Et très, très simplement, je me souviens que quand j'étais salarié, je trouvais des fois, quand je travaillais le soir tard ou le week-end, ça arrivait de temps en temps, je trouvais le temps très, très long, mais très, très, très long. Et aujourd'hui, je trouve que le temps est très, très court. En fait, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir encore plus de temps pour faire ce que j'ai à faire, et j'adore ce que je fais. Et c'est ça n'a pas de prix. Merci. Loïc. Alors, moi, c'est un peu tôt pour dire que j'ai réussi, parce que ça fait 3 mois. Donc, j'en suis au stade où tout le beau, vous le connaissez avant le jour du closing, parce que c'est ce que met en avant le vendeur. Et tout le moins beau, on va dire modestement, vous le découvrez en ouvrant chaque tiroir tous les jours, quand ce n'est pas le tiroir qui vous tombe sur la figure. Donc voilà, moi j'ai eu des chantiers qui ont brûlé, des problèmes d'alcoolisme, un concurrent qui se fait passer pour un de mes salariés qui repasse derrière les clients pour re-signer d'autres contrats. Bon, voilà, donc ce genre de choses. Mais voilà, donc ça commence le jour où vous avez signé. Alors c'est en fait ce qui commence, l'autre vie, la vraie vie commence le jour où vous avez signé. Avant, c'est encore un parcours intermédiaire, difficile, parfois douloureux, long, mais c'est une autre étape. On n'a pas que pour métier de faire du rachat d'entreprise. En tout cas, ce n'est pas mon métier. Par contre, mon métier, c'est, une fois que vous l'avez racheté, de faire vivre et développer l'entreprise. Donc je ne sais pas si je vais réussir. J'espère avoir les armes pour réussir. Je suis confiant, sinon je ne serais pas là et je n'aurais pas fait ce parcours, mais j'espère être en bonne voie. Je crois que l'une des choses vraiment très importantes, on parlait tout à l'heure de la fiche de cadrage, moi je ne savais pas trop bien en fait comment faire ça. Finalement, c'est difficile de se dire, en fait, je veux quoi ? Et il faut vraiment prendre le temps. C'est pour ça que moi je ne me suis pas rué après. J'ai dû digérer la formation pendant 15 jours. Pour vraiment travailler pendant 15 jours, 15 bonnes grosses journées, juste un papier A4 pour finaliser, pour synthétiser qui je suis, ce que je veux vraiment faire, qu'est-ce qui a du sens pour moi, où est-ce que je prends mon plaisir, et donc quel type d'entreprise, quelle qualité plus que le quantitatif vient après, mais finalement dans quel cadre je m'épanouirai. Et je pense que ça, c'est très important. Moi, j'aurais été incapable de racheter une boîte avec 5 salariés. Je ne suis pas maçon, je ne suis pas plâtrier, je ne suis pas commercial. Je suis un pur produit généraliste. Et donc, il fallait une certaine taille. Et en même temps, dès que vous avez une grosse taille, vous êtes en concurrence avec d'autres acquéreurs personnes morales. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, vraiment, il faut, je pense, bien essayer de se connaître, poser, noircir du papier pour arriver à cette fiche de cadrage qui vous dit qui vous êtes et surtout ce que vous cherchez comme cible. Et je pense que c'est vraiment un point clé. Et bizarrement, plus vous êtes précis dans ce que vous cherchez, plus vous avez de chances d'aller vite. Plus vous êtes vague, plus vous serez vague dans les discours que vous aurez avec les intermédiaires et les gens que vous rencontrerez, et moins vous serez percutant. Et moi, au bout du compte, après 15 jours de maturation, avoir noirci tous ces papiers, je voulais la Bretagne, bâtiment, rénovation ou neuf, avec une clientèle existante, une antériorité, avec au minimum 15 à 20 personnes. C'était assez précis et donc c'est allé assez vite. Les intermédiaires, c'est j'ai ou j'ai pas. Voilà. Et moi, j'ai trouvé en 2 mois, j'ai signé 2 mois après et après le temps du closing. Donc ça s'est fait très très vite parce que je pense, j'ai eu de la chance bien sûr, mais ce travail de précision sur qui vous êtes vraiment, et pas seulement ce que vous avez fait, mais qui vous êtes,
moi, à mon sens, a été un élément clé dans la bonne conclusion de cette première partie, de cette première aventure, d'arriver à choisir une entreprise. Après, on quitte, alors en tout cas pour ce qui me concerne, et sans doute mes petits camarades aussi, on est plutôt issus de groupes d'une certaine taille, avec des beaux salaires, des belles voitures, des belles secrétaires, des belles plantes vertes et tout ce que vous avez, tous les beaux bureaux, voilà, toutes les bêtises habituelles, un jeu de rôle et de masques hallucinant. Et moi je pense, je suis assez sévère sur le monde de l'entreprise, de la grande entreprise, a fortiori parisienne. Je pense qu'on marche sur la tête. Et le fait de vous retrouver dans une taille d'entreprise avec une PME, j'oserais presque dire, pardonnez-moi, avec des vrais gens. Des vrais gens, des vraies femmes, des vrais hommes qui vous parlent de vrais problèmes et qui, quand vous venez, quand elle vient vous poser un problème sur votre bureau, elle n'attend pas que vous créiez un comité de pilotage, que vous appeliez le consultant Tartemuche, que vous demandiez au comité d'engagement si la banque pourra avec le fonds d'investissement. C'est juste dans la minute qu'il faut que vous lui apportiez la solution. C'est des vrais gens. Voilà. Et moi, le grand plaisir que j'ai, c'est d'être avec des vrais gens qui ont de vrais problèmes. Et il ne faut pas se cacher, le mouvement des Gilets jaunes qu'on connaît aujourd'hui, je ne fais pas de politique, mais c'est une vraie réalité. Moi, j'ai une femme qui est venue pleurer l'autre jour dans mon bureau. Elle me dit, Monsieur Vaillant, je suis désolé, je vais devoir arrêter de venir travailler. Je dépense trop d'argent pour venir travailler. Je gagne 1 000 € net par mois. Je dépense 250 € d'essence. J'y arrive plus. Et ça, c'est des vraies questions. Et si vous n'avez pas l'envie de vous charpouiller à cette réalité qui est parfois très dure, il ne faut pas faire ça. Moi, j'avais envie de ça. J'avais envie de voir des vrais gens. Et quand vous êtes sincère dans ce que vous faites, ça marche. Voilà. Et moi, les équipes, et j'en conclurai par là, il faut vraiment être humble quand on vient de ces grandes structures, quand on redescend à un niveau très micro-local pour se dire, voilà, j'ai envie de m'attraper des problématiques de vrais gens et d'aider au-delà de réussir mon projet personnel, professionnel, d'avoir envie d'être généreux au sens partagé. En tout cas, moi, c'est un élément qui était très, très motivant pour moi. Voilà. Merci à tous. Je voudrais laisser la conclusion de cette table ronde à Jean-Jacques Brunet avant de prendre les questions de la salle, si vous voulez bien. Bon, je vais pouvoir aller très vite parce que je voulais vous parler de formation, mais ils en ont tous parlé beaucoup mieux que moi. Et vous les croyez certainement plus, eux, que moi. Alors, simplement 2 petites choses sur lesquelles je voudrais revenir. On a beaucoup parlé de l'âge clé de 50 ans. Vous avez peut-être l'impression qu'il faut absolument reprendre à 50 ans pile. Non, il y a des repreneurs entre 30 et 60 ans. Alors, c'est un âge classique, 50 ans, mais l'âge moyen des repreneurs qui passent par le CRA est de l'ordre de 46 ans. Bon, vous voyez, ça vous ouvre d'autres horizons à ceux qui seraient plus jeunes ou plus vieux. Et je voudrais citer un autre chiffre autour de 50, qui est la proportion de psychologie par rapport à la proportion de technique dans une reprise d'entreprise. Dans tout ce que vous allez vivre maintenant, la proportion de technique, elle ne dépasse pas 49%. Tout se joue sur la psychologie, sur vos relations, aussi bien avec les banquiers qu'avec le cédant. Vous avez bien ressenti que cette relation avec le cédant était essentielle pour arriver à un résultat. Et la bonne relation avec tout le monde. Donc au moins 51% de humains et au plus 49% de technique. Je crois que c'est tout ce que j'ai à ajouter parce que tout a été dit par ces messieurs-dames. Et si on veut vous laisser quelques minutes pour poser des questions, c'est maintenant ou jamais. Alors, c'est maintenant ou jamais, ou sur le stand, quand nous aurons terminé ici, j'espère qu'il y aura encore beaucoup de questions à poser, venez les poser sur le stand du CRA, où vous trouverez de nombreux de mes collègues pour vous répondre. Et vous trouverez aussi, sans doute, ces messieurs-dames, s'ils ont encore une demi-heure à vous accorder. Donc, première question, monsieur. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou s'il faut que vous parliez très fort. D'abord, merci beaucoup pour la qualité de votre partage d'expérience, passionnant. On a beaucoup parlé des états d'âme, des repreneurs, mais est-ce que vous pourriez parler dessus des cédants, un tout petit peu? Moi, j'ai un projet de cinéma avec des salariés, par exemple. Est-ce que c'est un projet complètement débile, on n'en parle plus? Est-ce que je me trompe complètement? Est-ce qu'il faudrait chercher des gens comme vous? Ou est-ce qu'on peut encore rêver de sa boîte qui a ses salariés? Il y a 40 personnes. Voilà. Quel est votre avis? J'aimerais bien répondre que les deux, mon commandant. Parce que même pour céder aux salariés, il y a des aspects non seulement humains, mais il y a des aspects juridiques, des aspects fiscaux, etc. Donc,
le CRA peut vous aider, même si vous êtes tout à fait décidé à céder à vos salariés dans de bonnes conditions. Vous avez de beaux exemples de reprises réussies? Oui, reprise réussie, on en a. Par les salariés. Les banques adorent. Hein. Les banques adorent. Les banques et les fonds C'est ce qu'elles adorent. préfèrent parce que c'est une quasi-garantie de succès, à condition que ce soit bien monté, bien ficelé. Les banques et les fonds sont très fans de ce type de reprise, donc oui, vous avez toutes les chances de réussir votre cession. Monsieur ? Sans faire de généralité, mais vraiment en se basant sur cadre notamment, je dirais que vous avez atteint un niveau de vie, de revenus décent, peut-être pas celui que vous aviez avant, mais au moins décent qui vous permet de vivre. Après combien de temps? Pour moi c'est court. C'est un sujet qui, quand on est père de famille, qui touche quand même. Alors, je vais peut-être vous répondre, alors que j'ai repris il y a plus longtemps une entreprise de service qui au départ n'avait pas de salariés. Depuis, j'ai fait venir des salariés et des consultants. Moi, j'ai eu une approche qui était très différente de celle de mes collègues. Je sortais d'un environnement où j'avais beaucoup de gens qui me donnaient des ordres et je ne voulais pas emprunter pour pas être redevable de quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, j'ai autofinancé. Donc, en autofinançant, j'ai racheté une toute petite boîte. Et comme j'ai racheté une toute petite boîte, j'avais 2 contraintes. Ma première contrainte était géographique parce que mon mari voyage beaucoup, donc il fallait que ça soit à Paris et pas trop loin de mon domicile parce que j'avais des enfants en bas âge. Et ma deuxième contrainte, c'était qu'il fallait que je gagne de l'argent parce que, comme j'avais tout autofinancé, je pouvais pas, j'avais pas de temps à attendre. J'avais un salaire qui était très correct dans un métier qui ne me plaisait pas du tout. À partir de la première année, j'ai gagné très exactement ce que je gagnais avant. Donc pour moi, ça a été égal de passer de salarié à chef d'entreprise. Bon, après, il faut vivre avec comment on va générer le chiffre d'affaires de demain. Et réfléchir tous les jours, c'est une autre problématique. Mais je n'ai jamais eu de baisse de revenus. Donc maintenant, voilà. Mais c'était un choix et un critère de départ. J'ajouterais une chose peut-être. Il faut prendre l'environnement familial que vous avez. Je dirais que c'est vrai que si vous partez dans la reprise, la création d'entreprise, assurez-vous, si vous pouvez le faire, d'avoir votre conjointe, votre femme, peut-être d'être salarié, mais d'avoir effectivement une contrepartie qui puisse vous permettre de ne pas mettre la famille en danger. Parce que c'est vrai, pour ma part, il y a eu effectivement une baisse. Après, ça revient. Mais bon, il s'avère que c'est revenu, et c'est bien revenu, tant mieux. Mais ça peut effectivement sortir du salariat où vous êtes quand même, mine de rien, avec plein d'avantages, plein de choses qui sont prises dans votre salaire. Vous en rendez pas compte tant que vous êtes dedans. Mais une fois que vous n'êtes plus dedans, je peux vous dire que vous en avez beaucoup qui ne sont plus là, quoi, hein. Ça va de... Enfin, je passe les détails. Donc, c'est vrai que le bon réflexe, c'est d'être évidemment à 2, et là, une fois de plus, à 2, et qu'il y ait une bouée au cas où, si jamais ça ne se passe pas bien. Loïc ? Oui, juste un complément. D'abord, vous ne reprenez pas une entreprise pour gagner moins d'argent que ce que vous gagnez avant. Oubliez. Vous allez passer beaucoup de temps. À mon sens, ce serait... Alors, vous fassiez un effort une année, gagner un petit peu moins, mais rapidement dans votre business plan, vous devez avoir la deuxième année au moins ce que vous gagnez avant. Il faut que vous ayez cet objectif-là, à mon sens. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Deuxièmement, le banquier, lui, va vous poser une question très précise. Que gagnait le cédant avant et qu'est-ce que vous allez vous gagner après? Et plus vous allez faire des efforts sur votre rémunération en disant tiens, vous voyez, je suis vachement prudent, je ne suis pas trop gourmand, etc., plus le banquier va se dire mais en fait, il n'a pas de latitude possible. Et ça veut dire que si ça se passe mal, eh bien, il ne peut pas baisser sa rémunération parce qu'il sera déjà au taquet, il sera déjà en difficulté. Donc n'hésitez pas à mettre dans vos business plans des niveaux de rémunération qui sont tout à fait confortables, voire supérieurs à ce que vous aviez avant, parce que ça sera tout, et que ça passe évidemment dans les ratios de rentabilité et donc de remboursement de dette, ça rassurera plutôt le banquier que ça ne l'inquiétera. Une autre question, je crois, monsieur ou madame, je ne sais pas, je ne vois pas. Monsieur, monsieur, excusez-moi. Je partage beaucoup l'avis de monsieur Vaillant, ou tout au moins la possibilité qu'il a eue d'emprunter à 90%, hein, c'est ça en fait, vous apportez que 10% de fonds propres. Mais je crois qu'en contrepartie, j'imagine... J'avais emprunté 90%. Comment ? Je dis que j'ai des accords de confidentialité, donc je ne peux pas trop en parler. Je n'ai pas dit que j'avais emprunté 90%. J'ai dit que moi, à titre personnel, j'ai mis moins de 10%. Mais est-ce que ça veut dire qu'en contrepartie, vous avez eu des hypothèques assez lourdes ?
Rien du tout. Je n'ai pas un centime de caution personnelle. Rien du tout. Non. La BPI est là pour ça. La contre-garantie BPI, c'est pour éviter que l'entrepreneur individuel soit obligé de mettre en garantie. C'est bien. Parfois, c'est pas. Si votre dossier est un peu plus compliqué, parfois c'est difficile d'avoir une banque qui accepte qu'il n'y ait pas de garantie. Mais si le dossier est de qualité, en général, ça doit pouvoir passer. Très bien, je vous suis alors. Une dernière question ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Une petite question. Vous avez fait le parcours qui est très courageux, mais aujourd'hui, est-ce que, en prenant du recul, est-ce que vous voyez aujourd'hui une différence prépondérante entre la création et la reprise? Parce que si vous avez donc une idée qui a déjà donc mûri dans votre esprit et que vous ne trouvez pas dans le cadre d'une reprise une entreprise qui se retrouve dans ce cadre d'idées, aujourd'hui on est dans le monde de la tech, il n'y a peut-être pas des entreprises qui sont dans la tech aujourd'hui qui veulent se vendre, parce que la plupart des entreprises ont quand même des valorisations très élevées. Une bonne croissance dans la tech aujourd'hui, ils sont très créateurs. Est-ce que vous vous dites, c'est mieux de créer plutôt que de reprendre? Parce que dans la reprise, on se dit qu'il y a quand même des contraintes. Il faut trouver du financement, ça met du temps. Dans la création, c'est plus rapide et vous générez du capital en fait. Et si vous avez un produit qui a de la croissance, le capital vous vient tout de suite parce que les gens vous offrent du capital. Donc aujourd'hui, quand vous avez du recul, qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux de créer ou alors bien sûr c'est un peu péjoratif, mais c'est pas pour donc plomber le sujet ici. Mais si on fait la différence, qu'est-ce qui est plus avantageux aujourd'hui? En fait, je dirais que tout dépend. Je suis un cabinet de coaching et je fais des bilans de compétences ou des trucs comme ça. Tout dépend, je vais vous répondre d'après mon métier, tout dépend de l'envie que vous avez et du skill set que vous avez. Moi, j'appelle ça une signature professionnelle. Si vous avez une signature qui vous permet de travailler à partir d'une page blanche, ce qui est assez rare comme type de signature, au moins en France en tout cas, la création est quelque chose qui est très facile à faire. Après, il faut voir si sur le marché que vous voulez atteindre, le fait d'être un small player vous permettra quand même d'aller chercher des clients sans trop de difficultés, si vous n'avez pas une taille critique à avoir dès le début pour pouvoir avoir un business plan qui vaille la peine. D'un autre côté, si vous avez un skill set plus généraliste, comme certains de mes collègues et comme moi-même en partie, les généralistes sont des gens qui ont besoin de s'appuyer sur des compétences d'autrui ou quand vous voulez changer de secteur sur quelque chose que vous ne savez pas faire, vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un. Donc dans ces cas-là, la création d'entreprise est quelque chose de compliqué parce que vous n'avez pas les éléments immatériels du secteur d'activité dans lequel vous voulez aller et vous allez les apprendre de la manière un petit peu dure et puis vous n'aurez personne pour faire si c'est quelque chose. Il y a certains secteurs d'activité, vous serez obligé de reprendre. Maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Fabien qui a eu l'expérience des deux. Oui, pour faire rapide, c'est vrai que j'ai eu l'expérience des deux. J'ai créé et j'ai repris. Je me posais la question, suite à votre question. Et c'est vrai que je pense que vous gagnez du temps quand même en reprenant, puisque vous avez tout l'acquis de votre cédant. Vous êtes dans un marché qui est là, qui est bon. Quand j'ai créé mon parc d'attractions, c'était un métier totalement neuf. Je suis parti de zéro. J'ai changé de métier. C'est mon état d'esprit. C'est effectivement ça que j'aime. Mais vous apprenez tout quand même, hein. Donc vous repartez à la case départ, mais vraiment départ quoi. Donc bon, j'ai réussi, ça a marché, j'ai revendu, impeccable, le parcours est réussi. Ça aurait pu se terminer autrement. Si vous reprenez, vous mettez peut-être plus de temps à reprendre, mais vous gagnez du temps quand vous avez repris, puisque vous avez un métier, vous avez des chiffres, vous avez des erreurs qui ont été faites que vous ne referez pas, et vous avez donc appris des choses grâce à la reprise. Donc c'est vraiment une question d'opportunité, de choix de vie, d'âge, d'environnement. La réponse n'est pas aussi claire et nette qu'on aimerait. Donc j'aurais tendance à dire, dépend vraiment de vous, de votre environnement, de ce que vous avez en tête. Mais vous voyez, j'étais parti avec la reprise. J'ai finalement abandonné la reprise. J'ai créé, j'ai vendu et j'ai repris. Donc mon cœur balance. Donc je crois que les questions complémentaires seront plutôt à prendre sur le stand du CRA parce que monsieur me dit que nous avons largement dépassé le temps nécessaire. Merci de votre présence et à très bientôt, j'espère. Bonne reprise pour ceux qui seraient intéressés. Plein de bonne chance.